idée un peu bizarre et un peu spéciale pour se redonner le moral. Le choix de sélection des projets a été difficile et tous ces projets sont symboliques parce que ce sont soit ce sont des gens qui entreprennent, soit dans l'économie, soit dans la culture, l'éducation. Ce sont des gens qui sont jeunes, d'autres moins jeunes. Mais en tout cas, toute la première salve qu'on avait prévue, tous ont répondu à notre appel et nous en sommes vraiment ravis. Il y a une grande diversité d'actions, hein, le franco-allemand, l'écologie, l'Europe, la francophonie. Voilà, tous ces projets sont tournés vers l'avenir et c'était ce qui nous semblait le plus important. On a vécu une année difficile, une année un peu de marasme. Beaucoup m'ont fait part de leur déprime. Et donc, je me suis dit que cette cérémonie des vœux devait être concrètement tournée vers l'avenir. Et puis, vous savez que je suis depuis plus de 40 ans au soutien et que je suis, même j'en ai eu beaucoup, je soutiens les initiatives, les engagements des citoyens. Et donc maintenant, ceux de ma circo me concernent, que ce soit à Varna, à Tirana, à Kiel ou à Gdansk. Et je m'engage pleinement dans la participation. Nous avons aidé, je valorise, j'en parle beaucoup autour de moi, le fait qu'on ait une députée française qui nous ait rejoint, une députée de France qui nous ait rejoint ce soir en est peut-être le signe. Je suis extrêmement touché de la présence et de l'inscription, j'espère, de la présence même distancielle quand on aura réglé notre problème technique de près de 300 personnes. Je suis vraiment touché, mon équipe aussi, des quatre coins de la Circo. On a vraiment couvert une couverture géographique assez exceptionnelle. On ne peut pas être ensemble physiquement, mais c'est important de nous regrouper, de montrer que on garde l'espoir, on garde l'envie d'être ensemble. Et quel que soit l'endroit où on habite, on est attaché à faire République ensemble. Voilà, il y a un mot qui est un peu intraduisible en polonais, mais que je vais dire, qu'on dit dans ce genre de circonstances, on dit trzymajmy się, c'est-à-dire mot à mot, tenons-nous, maintenons-nous ensemble. Voilà, on pourrait à la rigueur traduire par serrons-nous les coudes, mais on perdrait l'idée de reprendre, l'idée de reprise et de prendre sa vie en main. Je vais vous présenter ce déroulé, donc au-delà des problèmes techniques qu'on vient de découvrir. Il ne sera pas possible, évidemment, avec autant de participants, de poser des questions. Je vois que des gens ont déjà levé la main. Par contre, vous pourrez réagir aux différentes expériences par écrit et on aura, à chaque fois qu'il y aura eu trois initiatives présentées, on fera un petit stop et on essaiera de traduire aux porteurs de projets, aux porteurs d'initiatives, les questions qui ont été posées par écrit, de les rassembler, de les regrouper et de leur poser les questions le plus rapidement possible et le plus directement possible et le plus fluidement possible, les questions qui auront été posées par les participants à cette cérémonie sur le chat. Je suppose que tout le monde sait se servir du chat. Je vais maintenant passer la parole, après cette petite introduction, je vais passer la parole donc à nos différents porteurs de projets et nous allons commencer par le Fonds citoyen. Donc je passe la parole à Madame Talino, en m'excusant parce que je crois qu'il y a une faute d'orthographe dans son nom, et à Benjamin Kurz et à Jonathan Spindler. Je n'ai pas de son. Oui, bonjour Benjamin Kurk. Je ne pouvais pas l'activer moi-même. Eh oui, Alors, oui, il y a des règles. bonjour monsieur le Bonjour. député, bonjour à tous les invités, toutes les invités ici présents. Madame Taleno vient de me faire part par téléphone qu'elle était un peu donc la victime de ce problème technique. Donc elle n'est Voilà, pas elle doit être devant la porte. elle est devant la porte Zoom, donc elle m'a confié donc de transmettre tous ses vœux à vous-même et à toutes les personnes ici présentes, au nom donc de l'OFAGE également. Donc elle ne pourra pas venir. Et moi-même, je suis très honoré de pouvoir venir ici présenter le Fonds citoyen franco-allemand, qui est donc le projet phare du traité d'Aix-la-Chapelle qui a été créé, qui a été lancé en avril 2020, donc très récemment, et avec le concours
de M. Jonathan Spindler, qui est aussi ici présent. On va vous présenter quelques projets qui ont pu être réalisés. De façon très succincte, voilà, j'ai parlé du Fonds citoyen qui a été créé donc, par ce traité de coopération franco-allemand, le traité d'Aix-la-Chapelle. Le Fonds citoyen a pour objectif de soutenir les actions de la société civile française et allemande. C'est donc un fonds bilatéral en premier lieu, mais à vocation quand même, ou à une ambition profondément européenne à soutenir ces actions qui permettent de créer un espace de société commun. Donc, je pense qu'on est là, on rentre un peu dans le cadre des objectifs et dans le cadre d'intervention d'un député des Français de l'étranger, comme l'est votre circonscription, Monsieur Petit. Donc, le Fonds citoyen attribue des subventions pour toutes les citoyennes et citoyens qui veulent faire des projets entre la France et l'Allemagne, des projets dans différents domaines, sur l'environnement, sur la défense de la démocratie, lutte contre la discrimination, le dialogue intergénérationnel, tout ce qui, en fait, permet de répondre aux grands enjeux futurs en France comme en Allemagne et en Europe. Voilà pour ma petite présentation. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vous propose d'écouter Jonathan Spindler, qui est ici aussi en tant que référent régional, parce que nous avons la particularité d'avoir un réseau de référents régionaux répartis en France et en Allemagne, qui sont là pour faire le lien avec le territoire, pour pouvoir promouvoir d'une part le Fonds citoyen et faire la captation des initiatives afin qu'on puisse donc les soutenir et les valoriser. Jonathan, je te passe la parole. Merci beaucoup, Benjamin. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais partager mon écran pour vous passer quelques slides dans les 2 minutes qui me restent. Donc voilà, j'espère que vous pouvez tous voir. Pardon. Voilà, donc le Fonds citoyen franco-allemand lancé en 2020, comme le disait Benjamin Claude à l'instant. 14 référentes régionales, référents régionaux sur l'ensemble du territoire français et allemand, 7 par pays. Nous sommes sur place pour soutenir les porteurs de projets, que ce soit de la conception, le développement du projet, mais également la demande de subvention en soi qui se fait en ligne, une demande qui se veut accessible. L'idée est vraiment que tous les représentants de la société civile, avec plus ou moins d'expérience dans la demande de subvention, mais aussi dans le monde franco-allemand, puissent déposer une demande de subvention et avoir une aide du Fonds citoyen. J'ai préparé 2 exemples pour vous ce soir. Le premier, quand on pense à société civile et au franco-allemand, on pense souvent au jumelage. Et c'est le cas, ce Fonds citoyen soutient vraiment les jumelages. Alors actuellement, avec le corona, vous imaginez bien que cela se fait non pas en présentiel, mais en ligne. En fin d'année dernière, on a eu le plaisir de soutenir un anniversaire de jumelage entre une commune de Rhénanie-Palatinat et une commune de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, un anniversaire jumelage qui s'est fait en ligne, prise en charge par le Fonds citoyen, que ce soit la licence Zoom pour l'événement, mais également les frais de programme ou les frais de bouche. Un deuxième exemple, c'est le sport. Le sport, voilà, qui est un moyen très accessible d'entrer dans le monde du franco-allemand, même si nous n'avons pas les compétences linguistiques au début du projet. Donc, un exemple également de Rhénanie-Palatinat, où je suis basé, un forum intergénérationnel de jeunes sportifs et moins jeunes, plus expérimentés, qui ont échangé le temps d'un week-end sur l'avenir de l'engagement citoyennes, dans le milieu sportif. Avec ça, ils se sont envoyés des petits paquets de ravitaillement, pour ainsi dire, qui ont été également financés par le Fonds citoyen pour rendre le moment en ligne un petit peu plus vivant. Voilà. Nos contacts de Benjamin Kurk et de moi-même pour le réseau de référents régionaux. Je vous remercie. Merci beaucoup de ce témoignage. Alors, vous savez que le franco-allemand est vraiment évidemment au cœur de mon projet de mandat, au cœur même évidemment de ma vie. Moi, j'ai été élevé en Lorraine. J'ai dirigé un centre qui était un centre transfrontalier il y a très très longtemps. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans ce que vous avez présenté, quand vous parlez de société civile commune, comme je le dis parfois pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est ma circonscription à mes collègues qui ne comprennent pas trop toujours, je leur dis, mais tu sais, j'ai des citoyens, ils ne sont ni français ni allemands, ils sont franco-allemands, et depuis plusieurs générations parfois. Et je crois que ce que vous nous avez présenté est très important. Et puis, j'ai noté au passage que vous avez mené un colloque qui aurait intéressé la loi que nous sommes en train d'écrire en ce moment, puisque nous réfléchissons en ce moment, il y a tout un chapitre sur le sport et la République, et comment nous pouvons aider dans le cadre du renforcement des valeurs de la République, quelle est la place du sport. Et donc, ça a été très intéressant de voir que c'est des sujets
qui sont portés également par les sociétés civiles, et en l'occurrence les sociétés civiles franco-allemandes. Je vais passer maintenant la parole, alors je crois que c'est une vidéo qui va être passée, à un projet qui concerne l'éducation, le projet qu'on appelle le projet Eiffel, qui est à Stuttgart et qui est un projet de lycée français. Je passe la parole, alors je ne sais pas comment ça se passe, à mon équipe technique. Voilà, c'est parti. On n'a pas le son, hein. Enfin, moi, je ne l'ai pas. Hein. Non, effectivement. Je n'ai pas le son si mes collègues m'entendent. Non, non, toujours pas. Qui entoure la scolarité des enfants. Moins fort maintenant, moins fort, moins fort. Voilà. Allemagne, Stuttgart est la capitale du Baden-Württemberg, langue limitrophe à la France. Baden-Württemberg est l'une des régions allemandes et européennes les plus prospères et puissantes économiquement. À peu près 1000 entreprises françaises y sont implantées. Ville multiculturelle, Stuttgart allie à la fois un marché du travail très dynamique et une qualité de vie recherchée par les familles. La communauté française y est fortement représentée et les familles tendent à y prolonger leur séjour. Le principal défi est bien souvent les interrogations qui entourent la scolarité des enfants. Quel choix s'offre aux familles? La scolarité à Stuttgart se caractérise par une grande diversité d'écoles. En ce qui concerne le système éducatif français, les familles ont la possibilité d'inscrire leurs enfants dans 2 établissements scolaires. L'école maternelle franco-allemande Georges Cuvier, l'école élémentaire franco-allemande de Stuttgart-Sillenburg qui va du CP au CM1. Les 2 écoles sont homologuées AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et pour le secondaire, à la fin du CM1, il n'y a plus de scolarité française. Que se passe-t-il alors pour ces élèves et leurs familles? Cette rupture de scolarité française dans le secondaire a pour conséquence un changement de système scolaire qui peut générer de la tension pour les familles, un déménagement, certaines familles font le choix de quitter Stuttgart pour poursuivre des études en France, des choix familiaux difficiles, un des 2 parents s'installe avec les enfants à la frontière et l'autre reste, les enfants partent à l'internat, ou la non-venue de familles françaises dont les enfants, les plus grands, ne maîtrisent pas l'allemand. Le projet Eiffel est une initiative citoyenne. C'est un projet éducatif entre la France et l'Allemagne pour créer la continuité de la scolarité française dans le secondaire, offrir une éducation française intégrée dans un environnement plurilingue et interculturel et compléter l'offre éducative à Stuttgart. Pourquoi le nom projet Eiffel? Parce que Gustave Eiffel, célèbre ingénieur français, a des origines allemandes. Parce qu'il a participé à la construction de plusieurs ponts et viaducs. Et que notre souhait est justement d'établir un pont entre les programmes français et allemands afin d'avoir une scolarité française intégrée dans la scolarité allemande. Pour qui cette poursuite de la scolarité jusqu'au bac est-elle bénéfique? Pour les enfants des familles françaises expatriées sur Stuttgart pour un moment donné, des francophones, binationaux ou non, qui vivent ici depuis un certain temps, des francophiles, des familles d'autres nationalités qui viennent pour la réputation, la qualité et la présence mondiale de l'enseignement français. Qui est à l'origine de cette initiative citoyenne? Voici l'équipe du projet Eiffel. Chaque membre travaille sur le projet avec un rôle défini. Où en sommes-nous? Le dialogue avec les autorités allemandes et françaises est ouvert. Le concept pédagogique est en cours d'élaboration avec l'aide de l'AEFE via des séances de travail. Les prises de contact au niveau politique, éducatif, citoyen sont nombreuses et se multiplient. La recherche de locaux ou d'une école allemande partenaire est à poursuivre et constitue un enjeu majeur. Quelle est la plus-value du projet Eiffel? Avoir un programme éducatif français jusqu'au bac, permettre une intégration dans le pays d'accueil en douceur, faciliter la mobilité professionnelle des parents, quel que soit l'âge des enfants, participer aux relations franco-allemandes.
Très bien, merci. Alors, de mon côté, cette présentation devrait se passer de commentaires. Vous savez que l'éducation, c'est une de mes priorités de mandat. C'est une priorité de ma vie depuis aussi mon adolescence. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. D'une part, c'est qu'il y a, et ce qui me touche beaucoup, parce que quand je dis que je partage ça, il y a dans cette présentation, vous l'avez senti, il y a de la passion. Et je crois que c'est aussi comme ça que notre société se relancera, c'est parce que nous avons des gens passionnés. Ça ne veut pas dire que nous sommes utopistes ou qu'on croit que la pandémie va s'arrêter, qu'on fait la politique de l'autruche, mais il faut de la passion. Et la passion, elle ne peut pas être elle ne peut pas aller dans tous les sens, quoi. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Donc, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le rôle des familles. Le rôle des familles dans l'éducation. On est aussi en train de beaucoup discuter dans cette loi pour le renforcement de la République en France, qui est le sujet chaud du moment. On est en train justement de retrouver d'autres équilibres dans le rôle des familles dans l'éducation, mais aussi très comparable. Vous savez que c'est au cœur de ce que j'essaye de faire depuis 3 ans. Le rôle des citoyens dans la démocratie, c'est du même ordre. C'est exactement les mêmes problèmes qui sont posés. Je crois qu'on ne pourra plus avoir au XXIe siècle un monde où les politiques publiques sont exclusivement administrées par l'administration de l'État. On va avoir des politiques publiques qui devront être portées par des sociétés, par des citoyens, régulées par un État, mais portées par les citoyens. Et je suis extrêmement touché par ce projet, donc, qui a pris plusieurs formes d'ailleurs, qui existe depuis, je crois, plus d'1 an maintenant au moins, et donc dont on a vu la lente maturation, et c'est vraiment un projet qui est au cœur de ce qui donne du sens à ma vie depuis très longtemps, et puis à ma vie depuis 3 ans. Je peux le dire comme ça, et j'ose le dire comme ça. On va passer la parole à un autre projet franco-allemand, Denkfabrik. Je ne sais pas s'ils sont là, si on peut y aller. Exactement. Technique. Tout est bon. Alors, je vais juste essayer de voir si je peux vous partager ça. Voilà. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Monsieur Petit, pour votre invitation et pour la tribune que vous nous offrez ce soir, pour le soutien aussi que vous nous apportez depuis plusieurs mois maintenant, et de la discussion qu'on engage avec vous. Vous parliez des politiques publiques, de comment est-ce que les citoyens peuvent s'engager dans les politiques publiques. Nous, c'est un peu notre cheval de bataille aussi. Alors, Denkfabrik, c'est quoi? C'est des étudiants franco-allemands qui se sont réunis de par leur expérience franco-allemande du lycée. Certains ont fait Abibac. Moi, personnellement, j'ai fait LV2 et ensuite, je suis parti dans ce cursus de droit franco-allemand entre Cologne et Paris 1. Et donc, on a tous voulu capitaliser sur cette expérience franco-allemande pour essayer en fait, de mettre en commun nos aspirations, nos idées, et puis de les transmettre à des gens comme vous qui décident et qui ont un poids dans la sphère franco-allemande. C'est absolument pas une démarche qui est une démarche, je dirais, de jeunesse un peu dégagiste. C'est absolument pas notre démarche. Notre démarche, c'est de porter des idées, de les porter à votre connaissance, et puis de voir comment est-ce que concrètement des idées qu'on peut avoir et qu'on porte par nos projets peuvent être réalisées. Alors voilà, donc Denkfabrik, c'est parler, dialoguer, et je profite d'ailleurs de l'occasion que vous nous donnez, notamment de la présence de Madame l'ambassadrice, que je salue, et de l'ensemble du personnel diplomatique qui est là. Bonsoir Madame l'ambassadrice, de l'Institut français aussi, qui nous soutiennent. Et je lance aussi un appel à tous ceux qui sont là, aussi à messieurs les députés, de lancer ce dialogue avec nous et de consulter nos idées, de voir les projets qu'on porte, parce que votre appui est crucial, et il nous aide en fait aussi à porter notre message qui est plus de franco-allemand, parce qu'on a tous vécu cette expérience franco-allemande et qu'elle est importante pour nous, et que on essaye de porter cette énergie un peu plus loin. Et en tout cas, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Nicoletta, qui a géré en fait notre groupe de travail, qui a permis d'élaborer des propositions concrètes, 20 propositions concrètes pour une nouvelle ambition pour la jeunesse franco-allemande, un neuer Impuls für die deutsch-französische Jugend. Alors, je laisse la parole à Nicoletta, si son micro est ouvert, je crois. Moi, je pense que c'est bon. Merci Hugo.
Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir, comme disait Hugo, de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre premier groupe de travail. Donc, comme disait Hugo, on a créé un livret avec donc 20 idées pour le franco-allemand. Je vais vous expliquer un peu comment on est venu à ce livret. Alors, en fait, j'ai essayé de contacter une dizaine d'étudiants, des Français, des Allemands et surtout des franco-allemands. Comme vous disiez, monsieur Petit, il y a beaucoup de franco-allemands et des personnes qui ne s'associent plus forcément à un pays ou à l'autre, mais bien aux deux. Parmi ces gens-là, qui avaient donc tous un parcours assez franco-allemand, on a essayé d'abord d'élaborer un peu et de voir quelles étaient les problématiques qu'on avait rencontrées, nous, au sein de nos propres parcours franco-allemands. Et ensuite, à partir de là, on a lancé Denkmit. Donc, Denkmit, que vous voyez là, c'était donc notre premier sondage. Il y a eu près de 500 participants. Il y a surtout beaucoup de jeunes qui ont participé et on a relevé les mêmes problématiques que celles qu'on avait relevées, nous, déjà au sein du groupe de travail. Et on a ensuite, à partir de ces problèmes, essayé d'élaborer donc ces idées. On est venu donc à 20 idées qui sont organisées en 3 piliers. Un nouvel éveil pour le franco-allemand. Ensuite, on a notre deuxième pilier qui est un franco-allemand qui soit accessible sur les 2 territoires et non pas limité aux grandes villes, aux régions frontalières. Et notre dernier pilier, c'était donc l'ouverture du franco-allemand dans le supérieur. Parce que souvent, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans nos études franco-allemandes, on oublie que ça va au-delà de ça et qu'il y a aussi des opportunités professionnelles franco-allemandes. Et voilà. Et je tenais juste à dire que notre prochain groupe de travail qui va commencer bientôt, qui s'appelle Denkgrün, portera donc sur l'environnement et le rôle du franco-allemand dans l'environnement. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Vous comprendrez tous aussi que l'intérêt que je peux avoir sur des projets comme ça et sur ce genre d'initiatives, il y en aura plusieurs, hein, des initiatives qui sont inattendues et qui sont des moments de bonheur quand elles arrivent dans le bureau du député, parce qu'on sent que tout d'un coup, il y a quelque chose d'un peu original qui marche et qui rejoint des aspirations qui étaient au fond de moi depuis très longtemps. Donc c'est très bien. Il y a un petit point sur lequel je voudrais insister dans ce que porte Denkfabrik. Et vous savez que je suis moi à l'Assemblée parlementaire franco-allemande et je tiens beaucoup à garder et à proposer à mes collègues cette notion très importante, c'est que le franco-allemand doit sortir aussi dans sa réflexion dans les 20 ans qui viennent. Il faut que le franco-allemand ne soit pas caché derrière le binational ou le transfrontalier. Le franco-allemand, j'utilise parfois l'expression du franco-allemand profond, du franco-allemand européen, c'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant là, dans les groupes de travail, dans ce qui sort de ces groupes de travail, c'est que c'est pas du tout, je dirais, c'est pas du tout un franco-allemand utilitariste, quoi. C'est un franco-allemand qui se projette et qui va beaucoup plus loin. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de nos 3 premiers. Donc, on va avoir un rassembleur des questions, des réactions, qui va avoir quelques minutes pour revenir vers les intervenants de ces 3 premiers projets franco-allemands. Donc, je passe la parole à Johan. Alors, on a plusieurs questions. La première… excusez-moi, ce n'est pas Johan, c'est Arthur. Une réaction par rapport au Fonds citoyen. Alors, je vous la lis. Bravo à Anne, Benjamin et aux référents pour cette mise en place du fonds qui est déjà un acteur très présent des relations franco-allemandes alors que le contexte Covid était difficile. L'ambassade mettra le fonds au cœur de notre action de promotion des associations franco-allemandes cette année. Et la question arrive, est-ce qu'il y a des éléments de votre action nécessairement digitale cette année que vous jugeriez utile de maintenir même après la fin des restrictions liées au Covid? C'est une bonne question et qui, voilà, je vais la poser peut-être aux 3 personnes ou au Fonds citoyen d'abord, mais peut-être que c'est une question qui sera récurrente. Effectivement, est-ce que nos habitudes digitales de pandémie sont des habitudes qui vont nous aider par la suite? Je vous passe la parole, Monsieur Kurz, et puis après on enchaîne et on quittera l'Allemagne. Merci pour cette question. Donc, au Conseil culturel et que je salue chaleureusement, ainsi qu'à Madame l'ambassadrice que j'ai aussi pu voir ici présente. Pour répondre à cette question, je crois que évidemment le Fonds citoyen continuera de financer les projets numériques parce que ce qui se passe en ce moment, ce sont des procédés ou de création d'outils structurants qui ont une utilité et une très grande valeur pour les échanges internationaux, pour les relations
pour les échanges franco-allemands et pour même et en palliatif de la mobilité internationale. La seule différence, c'est que ces outils continueront d'exister, mais ne seront pas la seule courroie de transmission et de rencontres une fois que les rencontres physiques seront rétablies. Mais tout ce qui se fait en ce moment est là pour structurer un peu les relations entre les sociétés civiles, que ce soit sur la création d'outils, de plateformes. Ce ne sont pas des projets simplement qui ont vocation à avoir lieu juste à un moment donné, mais ils sont là au contraire pour préparer le futur de ces relations. Donc, je pense qu'ils seront effectivement toujours présents, ils ne disparaîtront Je pas. vous remercie. Voilà. Donc, on aura une chance de se rencontrer à plus de 200 alors, sans être limité. On sera vigilant. Voilà. On va quitter l'Allemagne, on va aller dans une région qui m'est très très chère aussi, et je passe la parole au projet Téméco. Tout va bien? Oui, c'est bon. Ouais, le micro ne pouvait pas. Voilà Geoffrey. Je vois Geoffrey. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Geoffrey. Je suis un citoyen normal, on va dire. Je suis développeur informatique et aussi photographe, cadreur et monteur. Et moi, je m'appelle Marion, je suis journaliste et professeure de français. Et en fait, donc, on est une toute petite association. Cette association, elle s'est créée un peu au fil de nos aventures. La première fois qu'on est allé en Bosnie-Herzégovine, c'était en mars 2018 pour un stage à la faculté de français de Banja Luka. Et on n'avait aucune connaissance préalable du pays avant de venir. On a été très agréablement surpris par la sympathie des gens et par l'accueil des étudiants qui manifestaient vraiment une envie d'apprendre et de faire des choses ensemble et aussi envers la France. Et du coup, on a créé une association un an plus tard, en mai 2019, pour pouvoir organiser des échanges d'étudiants et de jeunes entre la France et les Balkans occidentaux. Donc, on a commencé par la Bosnie-Herzégovine. Donc, en juillet de la même année, on a fait venir 10 étudiants qui étudient le français en Bosnie, donc dans les facultés de Banja Luka et de Sarajevo. Ils sont venus en France dans un petit festival de musique de Franche-Comté et ils ont passé 3 semaines là-bas en tant que bénévoles pour participer au montage, à l'exploitation et au démontage du festival. Ce qui leur a permis de parler français en permanence, ce qu'ils n'avaient jamais vraiment eu l'occasion de faire avec des natifs en France en tout cas. Donc évidemment, on n'a pas pu refaire ce projet en 2020. On ne sait pas trop ce qu'il en sera pour 2021, mais le partenariat avec le festival est toujours en cours. Donc voilà. Et après, on a essayé de mettre en place d'autres projets sur cette même lancée. Donc en mars 2020, on a organisé un atelier média à Banja Luka avec 25 participants, donc des jeunes aussi. Il y avait 10 étudiants qui étudient le journalisme en France et en Suisse. Et il y avait 15 étudiants qui apprennent le français à la faculté de Sarajevo et de Banja Luka et qui, eux, étaient les interprètes. Et donc, ils se sont tous rencontrés, ils ont formé des binômes ou des trinômes de différentes nationalités et ils ont réalisé ensemble des reportages sur les sujets qu'ils ont choisis eux-mêmes, sur différents formats, vidéo, audio ou écrit, en français et en bosnien. Ça a été diffusé sur Arte, sur le Courrier des Balkans, sur aussi notre site internet qui a 2 langues, donc le français et le BCMS. Et pour ça, on a eu le soutien de l'ambassade de Suisse en Bosnie-Herzégovine. On a eu le soutien de la fondation Heinrich Böll et aussi de l'agence universitaire de la francophonie. On aimerait bien à nouveau refaire ce projet cette année parce qu'il a eu beaucoup de succès, notamment auprès des étudiants et aussi de ceux qui ont pu lire leurs reportages. Et cette fois, on aimerait avoir d'autres étudiants, notamment de Belgique ou aussi d'autres pays des Balkans. Mais ça, c'est pareil, toujours pareil. Est-ce que le coronavirus le permettra? Pour l'instant, on ne sait pas. Et le dernier projet qu'on a en cours, qui lui, du coup, s'est un petit peu adapté aux conditions du Covid, c'est un atelier d'écriture. Donc là, cette fois, il y a 30 étudiants avec 4 intervenants bénévoles, 6 pays au total. Donc, c'est des étudiants qui étudient le français dans les facultés de Banja Luka, de Sarajevo, de Zagreb, Zadar, Belgrade et Nikšić au Monténégro.
L'idée, c'est d'écrire des petites histoires sur un thème commun qu'ils ont décidé eux-mêmes en français et chacun les traduit dans leur langue maternelle. Les histoires, on les collecte, ça donne lieu à un recueil qui va être publié en version papier bilingue et aussi des podcasts audio qui seront diffusés sur Internet pendant la semaine de la francophonie. Voilà, donc notre idée, nous, maintenant, on vit de manière permanente en Bosnie-Herzégovine, tous les deux, et on a envie de continuer à mettre en place des projets avec des jeunes, des Balkans en général, ceux qu'on connaît et d'autres, parce qu'on voit vraiment qu'ils sont très dynamiques, très demandeurs et qu'ils ont envie de faire des échanges comme ça, de se rencontrer entre eux et d'aller vers la francophonie. Voilà, merci à tous. Écoutez, merci beaucoup. Si la francophonie était une politique publique portée par des citoyens comme vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'elle avancerait plus vite ou qu'elle serait moins menacée. Une chose que je tiens absolument à dire, hein, je savais que c'est quelque chose, ceux qui m'ont déjà entendu dire ça, on ne parle pas une langue, on l'habite. Et je crois que dans cet appétit qu'il y a à parler français dans les Balkans ou à faire des projets français, il y a l'appétit de venir habiter dans des territoires plus larges, dans d'autres territoires. Et je crois que ce projet, qui était un tout petit projet, quand vous étiez venu dans mon bureau, je crois il y a 2 ou 3 ans ou 2 ans et demi, est manifestement intéressant. Vous me ferez penser je ne sais pas si je vous ai fait noter, on a un organisme d'État français qui s'appelle le CFI, qui dépend de France Média Monde, et qui fait de la formation journalistique. Hein. Il faut absolument que vous l'ayez dans les radars. Une chose très importante dans ce qui se passe là, et que j'ai souvent dit, mais que je répète parce que je pense que c'est porteur d'espoir, c'est la réconciliation des ennemis qu'on appelle héréditaires. Voilà, je crois que l'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est pas au départ, l'Europe, c'est pas un multilatéralisme, etc. C'est la réconciliation a priori d'ennemis héréditaires. Et quand, évidemment, peut-être que certains ne sont pas familiarisés avec la géographie de la Bosnie, mais quand on dit Banja Luka, voilà, on ne dit pas forcément démocratie et libéralisme. Hein. On dit Banja Luka, c'est Republika Srpska. Et quand on dit qu'il y a des gens de Banja Luka et des gens de Zagreb, voilà, ça parle, ça parle. Donc, voilà, évidemment, toute cette région des Balkans occidentaux qui est absolument passionnante. Merci à vous. On va enchaîner et je passe la parole à Amandine Thirier et à Pierre-Jérôme Adjedj. Toi ? Bonsoir. Alors, je suis Amandine Thirier, je suis comédienne et chanteuse et je suis depuis 10 ans installée à Berlin. Rapidement, mon actualité d'artiste, j'ai sorti mon premier album de chansons françaises, Contretemps, en 2019 et je joue aussi dans la pièce franco-allemande Utopia 89, Nous sommes le peuple, qui a été créée à la fin de 2019, mais qui est bien sûr en suspens depuis la crise sanitaire. Bonsoir, je suis Pierre-Jérôme Adjedj, donc je suis photographe et auteur. J'ai une formation de cinéma. J'ai également été metteur en scène de théâtre pendant près de 20 ans. Je suis également à Berlin depuis 10 ans et mon actualité artistique, c'est un projet photographique que je mène avec l'universitaire Pascal Laborier, qui est soutenu par le Collège de France, l'Université de Nanterre, Programme Pause et l'Open Society Foundation. Et donc, c'est des portraits de chercheurs en exil qui sont exposés en ce moment à la Cité du Design de Saint-Étienne, mais sans public. Et ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, c'est de la structure Sur Mesure Berlin, voilà, qui est écrit au-dessus. C'est la structure que nous avons créée en 2019 et qui nous permet plusieurs choses. Déjà de mutualiser nos savoir-faire et nos différents domaines d'expression pour pouvoir faire des propositions plus complètes et sur mesure, justement. Ça nous permet aussi de faire travailler des artistes dont on apprécie le travail et qu'on apprécie à titre personnel également. Et ça nous permet aussi de nous donner les moyens de développer nos propres projets créatifs de manière plus ambitieuse. Alors, nos axes, c'est la qualité professionnelle, évidemment, et des propositions artistiques sur mesure en fonction des projets ou des demandes. Et nous avons 2 spécificités, le lien avec la langue française ou avec la France et le lien avec Berlin. Donc, un axe franco-allemand en quelque sorte, mais qui peut aller dans les 2 sens. Alors,
Nous travaillons aussi bien pour des institutions publiques, comme l'Institut français de Berlin, l'OFAGE, la Fondation Genzagens, le Centre français de Berlin, que pour des établissements scolaires, des Kitas, des Familienzentrum, des associations ou encore des clients privés, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Alors, on va vous montrer un petit aperçu de ce que nous avons déjà fait depuis 2019. Alors, nous avons commencé à l'automne 2019 avec une installation sonore et visuelle à l'occasion des 30 ans de la chute du mur, à la demande de l'Institut français de Berlin. Donc, à partir du témoignage de Berlinois ayant connu le temps du mur, donc c'était l'installation à mur découvert qui a donc été exposée dans la galerie de l'Institut français. Et cette installation a donné lieu aussi à des ateliers en milieu scolaire soutenus par l'OFAGE et par le lycée français de Berlin, pendant lesquels les élèves ont pu réaliser eux-mêmes des interviews des témoins et des propositions artistiques. Nous avons aussi nous nous occupons aussi depuis l'automne 2019 de l'organisation d'ateliers musicaux pour enfants, les comptines, que j'avais créées moi-même en 2014, mais avec ce sur-mesure, j'ai pu partager l'animation avec une équipe de 3 autres musiciennes que nous proposons un peu partout dans les Familienzentrum, des librairies, des Kitas. Et depuis, nous mettons aussi en place d'autres types d'ateliers, ateliers photo, ateliers théâtre pour les enfants ou pour les adultes. Alors, depuis décembre 2019, nous assurons l'organisation de concerts ou de spectacles d'artistes venus de Berlin, de France ou d'Italie. Et cet été, par exemple, l'été 2020, dans la pause qui nous a été accordée pendant les restrictions sanitaires, nous avons eu le plaisir d'organiser toute une programmation culturelle estivale dans la salle de concert du 4e étage du Karstadt am Hermannplatz, que vous voyez sur les images, avec un cycle de 5 concerts et 5 ateliers. C'était 1 par semaine, et nous en avons aussi assuré la couverture photo et vidéo. Alors, par ailleurs, nous avons une importante activité photo, avec des shootings photos de gros événements, des photos de concerts, de spectacles, des shootings photos individuels pour des artistes, de comédiens, photos de groupes musicaux, pour des particuliers, pour des gens qui recherchent un emploi, pour des professionnels, des coachs, etc. Et nous avons aussi une activité vidéo qui se développe de plus en plus, notamment depuis la crise sanitaire qui touche directement toute notre partie vivante, toute la partie vivante de notre activité. Alors, nous avons développé davantage ce qui concerne la réalisation de vidéos, de trailers, de vidéos de présentation, d'interviews, de vidéoconférences, ou même de réalisation de vidéos plus artistiques comme celle d'Utopia 89. Et donc, nous avons maintenant développé aussi les moyens de mettre en place des régies live. Vous en avez vu quelques images pour assurer avec une qualité professionnelle les vidéoconférences, les webinaires, tout ça même à distance. Voilà. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est, vous avez vu quelques images, c'était un webinaire au ministère des Transports, au ministère allemand des Transports avec Spielfabrik, donc sur l'European Games Debate. Et grâce à nos compétences tirées aussi du spectacle vivant, notamment par exemple les compétences de comédienne et chanteuse, on peut aussi assurer un accompagnement pour pouvoir parler et présenter devant la caméra, un petit coaching personnalisé. Et nous pouvons aussi proposer un travail sonore, un travail musical, vocal pour les vidéos, etc. Donc, nous avons déjà été sollicités pour des projets intéressants pour la nouvelle année. Nous attendons encore les financements éventuels qui doivent venir de fonds européens. Et puis, nous sommes bien sûr ouverts à toute autre demande allant dans ce sens. Merci beaucoup. Oui, et notre site, donc sur mesure. Berlin, voilà, qui fera peau neuve très très bientôt. Merci beaucoup. Alors je précise quand même que Amandine partage avec le consul honoraire de Gdansk le prix ex aequo de la personne que je connais depuis le plus longtemps, puisque Amandine était la fille de ma première collègue quand j'étais encore à Borny dans les années 80. Et elle vous salue. Pardon ? Et elle vous salue. Eh bien, vous la saluerez, vous lui présenterez mes voeux en retour. Très important ce qu'on vient de voir. Je rappelle cette phrase qu'on attribue à Jean Monnet dans la dernière partie de sa vie, qui avait dit pour faire l'Europe et pour se réconcilier, si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Et pas par l'économie, je voulais dire. Voilà, donc je crois que ce que vous représentez, et j'en connais aussi en France, vous savez que c'est une période absolument dramatique, évidemment, qui a retourné les gens, qui a complètement déboussolé une partie du monde du spectacle, du vivant, etc. Et donc de savoir que dans
dans la crise, vous essayez de reprendre. C'est peut-être pas un hasard si c'est à Berlin que ça se passe. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Berlin, Berlin est une ville absolument très particulière sur cet aspect créatif, etc. Puis un petit rappel que j'ai fait souvent, l'étymologie du mot crise, hein, c'est krisein en grec, ça veut dire déchirer, mais ça veut dire aussi ouvrir. Hein. Donc c'est parfois parce qu'on déchire quelque chose qu'on voit plus loin, et tout ce qu'on vient de dire sur le futur du numérique et sur le futur de comment on va travailler demain, eh ben, ça en fait partie. Merci à vous. On était en Allemagne, mais on a pris 2 minutes de retard avec vous. Hein. Donc attention, pas normal. Je passe la parole à Patrick Cazot de Varsovie, s'il a pu rentrer dans la salle, parce que je sais qu'il est… Oui, oui, Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Frédéric pour ce rendez-vous ce soir, qui est une très belle initiative. Patrick Cazot, donc je suis passé un petit peu par toutes les fonctions au sein des grands groupes et des grandes entreprises, et j'essaie d'aider un rapprochement des acteurs économiques français, francophones, polonais et d'Europe centrale. Alors, j'ai pas mal d'activités, je dirais, sur l'année 2020, bien qu'elle a été difficile pour tout le monde, a été assez riche, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir Monsieur le Président Emmanuel Macron les 3 et 4 février. On avait eu l'idée de développer, je dirais, cette nouvelle vague de relations entre la France et la Pologne, et entre la France, les pays francophones et la Pologne, avec l'idée de faire une conférence France-Pologne francophonie, c'est-à-dire Belgique, Suisse, Canada et Luxembourg. Malheureusement, le Covid est passé par là. On a l'intention de revenir cette année, de redévelopper cette année ce projet en octobre 2021, si possible, sinon de déplacer à juin ou octobre 2022. Notre objectif, c'est un rapprochement économique et une meilleure communication entre les pays francophones et la Pologne. Notamment, principalement donc les pays que j'ai cités, et aussi on pourrait rajouter d'autres pays plus ou moins francophones de la zone, comme la Roumanie, la Bulgarie. Alors, je voulais vous montrer le site. Alors, je ne sais pas si… C'est le site sur lequel donc, il y a l'événement avec les dates de 2020. On a fait aussi, durant le confinement, des webinaires économiques avec les principaux acteurs polonais et certains d'Europe centrale pour voir un petit peu leur vision, comment ils voyaient la situation et la vision future. Ne pensant pas déjà au mois d'avril, puisque c'était en avril 2020, ne pensant pas que que nous aurions plusieurs vagues et plusieurs confinements, comme dans tous les pays respectifs. Donc, notre souhait, c'est de remettre le sujet au jour et essayer de le développer sur 2021, si bien sûr la situation nous le permet, puisque c'est, je dirais, une très grande incertitude. Beaucoup d'activités aussi. Le premier, on a aidé le premier. Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Patrick, il faut que tu accélères. Hein. Oui. Alors… Hop. Donc, on a aussi fait un premier forum, je dirais, Internet entre les entrepreneurs d'Europe centrale, d'Europe et d'Afrique en juillet 2020. Pour 2021, donc, la conférence que je vous disais, donc France-Pologne francophonie, essayer aussi de faire un rendez-vous institutionnel et d'affaires franco-polonais, notamment entre les PME et les PMI, et
les institutionnels, et si monsieur le député aura une disponibilité, que ce soit sous forme Internet ou forme physique, suivant si le contexte nous le permet. Voilà. Je vous Merci remercie. Patrick. Alors évidemment, je suis touché puisque j'ai été un entrepreneur à Varsovie moi aussi. Je crois que c'est important de noter que la vie économique française, la diplomatie économique, ce qu'on appelle la diplomatie économique française, ne passe pas que par les expatriés, les grandes entreprises. Et je crois que Patrick a été un exemple de ça. Il n'a jamais été aussi peu disponible que depuis qu'il y avait la pandémie, parce qu'il courait partout. Il avait plein de trucs à faire. Il a fait beaucoup de forums, de webinaires. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans la démarche et qui m'a toujours beaucoup touché dans ce qui est développé, c'est le côté francophone et pas uniquement français. C'est l'ouverture vers l'Afrique de ces pays de ma circonscription qui ont peu l'habitude de l'Afrique, ou alors qui avaient une habitude de l'Afrique entre guillemets socialiste à une autre époque. Et c'est intéressant que nous puissions faire cette partie, encore une fois, citoyenne de la diplomatie économique. Je passe la parole à Florence, si elle est là, qui est à Sofia. Bien sûr, je suis ici. Je vais essayer de partager mon écran. Non, c'est pas ça. Partager l'écran, juste pour commencer. Ça marche. Parfait. Je suis devenue une experte des outils Internet depuis que la crise est là. Vas-y, Florence. Très rapidement, donc Florence, je suis basée à Sofia et je suis surtout présidente de l'Institut des Balkans du développement durable, un institut indépendant qui œuvre depuis déjà un peu plus de 2 ans dans le cadre de la mise en place en fait des objectifs du développement durable au travers nos ambassadeurs et nos partenaires dans le monde entier. Et ici, je me permets simplement en fait de mettre un accent sur le petit logo en bas du slide, qui est notre partenaire principal sur l'élaboration de notre nouvel outil SDG Business Tools et qui est basé en Pologne, puisque nous venons de parler de la Pologne. Alors, la crise que nous vivons aujourd'hui à l'échelle mondiale nous a permis de prendre encore plus conscience de la nécessité de changer le monde et surtout, en fait, de changer notre modèle de fonctionnement. Nous nous situons à un moment en fait très crucial de transformation et tout reste encore possible et toute action à l'échelle individuelle et collective a son importance. Le choix de l'Institut du Balkan, en fait, le choix d'action de l'Institut s'est orienté vers l'accompagnement des acteurs de ce changement et nous souhaitons en fait le faire en proposant des outils gratuits pour tous celles et ceux qui souhaitent se battre pour un monde de demain meilleur que celui qu'on vit aujourd'hui. Heureusement, en fait, on a un dispositif qui est le plan d'action, l'agenda 2030. Cet agenda nous offre une carte mondiale qui est comprise par tous. Partout où on se situe dans le monde, on peut savoir et connaître et reconnaître en fait les objectifs qui sont ici. Donc, notre outil qu'on développe est basé sur les ODD, est basé également sur les indicateurs donnés par l'ONU. Alors, j'ai envie de faire une petite parenthèse et de me baser sur l'étude qui a été menée et présentée par Focus 2030, une étude en fait au niveau mondial qui a demandé quel est le niveau de connaissance des ODD. En France, 9% des Français se déclarent connaître les objectifs de développement durable. Aux USA, 8%. En Allemagne, 7%. Au Royaume-Uni, 6%. L'étude n'est pas allée jusqu'à nos pays un peu plus éloignés européens, mais honnêtement, quand je vois et le travail qu'on mène sur notre territoire en Bulgarie, je ne suis même pas sûre qu'on arrive au même chiffre que le Royaume-Uni. Donc, notre outil il vise à donner de l'information à celles et ceux en fait, qui ne l'ont pas. Notre outil vise et permet d'évaluer. Pour celles et ceux qui souhaitent s'évaluer, il y a 2 évaluations et j'insiste sur le S des évaluations. Il y a une évaluation basique qui permet de connaître, d'apprendre les ODD, mais permet également en fait, de construire
construire votre plan et de savoir où vous situez. Il y a une évaluation profonde qui rentre vraiment dans tous les indicateurs et qui rentre dans toute la complexité des ODD et du plan 2030. L'outil donne la possibilité pour les entreprises d'aligner leur stratégie sur les ODD et de permettre d'assurer la pérennité, de permettre également en fait l'innovation et l'attractivité. Ça permet de sortir une cartographie, mais c'est surtout, nous visons en fait la création d'une certification européenne avec cette initiative et en fait avec l'outil. Alors, je continue. Je ne peux pas continuer. Il y a un bug apparemment. Ah, si. Hop, excusez-moi, je reviens sur mon avant-dernier slide pour vous dire que l'objectif de l'outil, c'est aussi de créer une plateforme qui regroupe les 4 piliers qui pour nous sont très importants, les universitaires, les centres de recherche, nous avons déjà des partenariats signés, les réseaux économiques du monde entier, donc là aussi nous avons nos partenaires qui nous soutiennent, mais la porte est toujours ouverte, des grands groupes et les ONG bien évidemment qui nous permettront d'aller plus loin. Je vais aussi finir ma présentation avec quelques données que je souhaite partager avec vous. L'indice de progrès social en fait, de la Banque mondiale a indiqué que l'atteinte des objectifs 2030 qu'on s'était fixés en fait, était évaluée à 2082. Avec la crise de la Covid, nous avons reculé de 10 ans. Donc aujourd'hui, on espère pouvoir les atteindre en 2092. Donc, je pense que nous avons tous un rôle à jouer. SDG Business Tools, ce sera un outil gratuit mis à disposition de tout le monde. Et je finirai avec la citation d'Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent ». Donc, Monsieur Petit, la balle est dans le camp de nous tous et j'espère que nous aurons la possibilité d'agir ensemble. Merci Florence. Nous avons fini 3. Enfin, je suis toujours très touché quand je parle de ce projet. Beaucoup d'entre vous savent que je suis du MODEM, mais nous avons appelé la sortie de crise. Nous essayons de travailler sur ce que nous appelons les 3 partages. Il faut partager la richesse, il faut partager les ressources, il faut partager le pouvoir. Donc la richesse, on voit bien ce que ça veut dire. Lutter contre les inégalités, partager le pouvoir, le girondinisme, l'extrême centriste, comme je dis parfois, c'est-à-dire le fait qu'il faut que le pouvoir aux citoyens, que ce pouvoir soit organisé mais partagé, et puis il y a le partage de la ressource. Donc ces objectifs de développement durable qui sont encore trop peu connus et qui devraient pourtant nous rassembler. Je rappelle aussi, puisqu'on est en Bulgarie, que un de mes grands soucis, c'est que je suis très fier de la mobilité que nous avons inventée en Europe, mais il faut que cette mobilité soit équilibrée, c'est ce que je dis souvent, et que ça ne soit pas une mobilité qui permette simplement à des grands-mères des Balkans de voir leurs petits-enfants se précipiter dans les banlieues françaises et allemandes, mais aussi qu'on peut, en Bulgarie, aider la planète. Je crois que c'est important. Je passe la parole à mes modérateurs, puisqu'on vient d'en faire encore 3. Est-ce qu'il y a des questions importantes à renvoyer aux 3 qui viennent de passer? Alors, nous avions une remarque sur le projet artistique à Berlin, de Cyril Blondel, conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français de Berlin, qui me disait « Sur Mesure Berlin est déjà un pilier de l'activité de l'Institut français de Berlin. On se réjouit de continuer à coopérer cette année. Merci pour votre rôle au service de la promotion de la culture française. » Très bien. Et j'en profite pour rappeler aussi d'autres questions qui n'avaient pas pu être citées un peu plus tôt. Toujours une remarque sur le projet Eiffel de Stuttgart, toujours Monsieur Blondel. Merci aux initiatrices du projet Eiffel. En effet, passionné, ce projet est l'une des meilleures pistes pour accroître le nombre d'élèves de notre réseau scolaire français en Allemagne. Il fait évidemment partie de notre plan éducation. Merci. Il ne se rappelle pas forcément de réponse. Par contre, Florence, il y a une réponse qui est appelée de ta part et je vais te laisser la donner sur le chat. C'est le site, l'adresse de ton site. Et je passe la parole à Karine Fouque pour la French Tech en Allemagne.
Bonsoir, Monsieur Petit. Bonsoir à tous. Je vous remercie chaleureusement pour cette invitation. Alors, je vais partager quelques slides avec vous. Donc, je me présente, Karine Fouque, je suis entrepreneur, conseillère du commerce extérieur de la France et au bord du projet French Tech Munich. Je représente aujourd'hui le board, l'équipe qui s'engage à créer cette année une French Tech Munich en Bavière. Vous avez sûrement entendu parler de ce label car il existe aujourd'hui plus de 56 communautés French Tech dans le monde. La French Tech est une initiative entrepreneuriale de portée mondiale, mais portée par le gouvernement, qui permet de fédérer, d'animer et de développer les écosystèmes start-up en France et à l'étranger. Quelle est la mission de la French Tech? Faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les startups qui veulent se lancer, partir à la conquête de marchés internationaux et bâtir un avenir qui ait du sens. Ces communautés French Tech sont composées d'entrepreneurs, de fonds d'investissement, d'accélérateurs, d'incubateurs et autres parties prenantes ayant à cœur de rapprocher les savoir-faire et les expertises partout dans le monde. Pour la French Tech de Munich, notre objectif est clair. Nous voulons rassembler les acteurs clés de cet écosystème munichois, renforcer les liens de collaboration qui unissent nos deux pays, faire de l'union entre la sphère économique locale et la marque French Tech un symbole de réussite, notamment dans le cadre du plan de relance européen. D'après le graphe que vous voyez sur la slide, Munich est classé 5e hub de la scène start-up européenne après Londres, Berlin, Paris et Stockholm. Si des licornes, donc ces licornes, ce sont ces startups qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars, sont nées en Bavière, et je pense notamment à Flixbus et DriveNow que vous devez connaître, les entreprises françaises prennent également goût à la vie en Allemagne du Sud, et nous avons des startups comme Sigfox, Malte ou encore Content Square. Munich est en effet un environnement de développement et de croissance propice, bénéficiant de l'expertise numérique des entreprises bavaroises comme la TUM et des possibilités de collaboration avec les entreprises de tous les secteurs d'application. On pense forcément à BMW, Audi, Atos, Airbus ou Siemens. Ce sont ces secteurs sur lesquels nous allons d'ailleurs concentrer les efforts de la French Tech Munich, la mobilité et les transports, l'aéronautique et le spatial, la cybersécurité, l'IoT et la Green Tech. Alors, à partir de la labellisation que nous allons recevoir en avril cette année, nous mettrons en place tout un programme d'initiatives en ligne afin de communiquer au mieux avec vous. Nous avons prévu des reportages vidéo, un podcast et une série d'événements et de rencontres que nous espérons tous pouvoir organiser en présentiel. Nous voulons ce projet ambitieux, collaboratif et durable. Ambitieux car nous souhaitons intégrer l'intégralité des acteurs qui comptent dans notre région. Collaboratif car nous serons toujours heureux de travailler avec tous les acteurs et notamment les acteurs européens de la French Tech. Et enfin durable car nous assumerons la mission de proposer des initiatives sur le long terme, respectueuses des engagements du gouvernement et basées sur des modèles économiques pérennes. Donc toute l'équipe de la French Tech Munich vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2021. Et si dans vos pays respectifs, une communauté French Tech est déjà présente, n'hésitez pas à transmettre mes coordonnées pour partager un retour d'expérience et des best practices. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, 2 remarques. D'abord, oui, il y en a. Il y a des French Tech qui ont été créés dans ma circonscription. Il y a très récent, enfin, les plus récentes, je crois que c'est Bucarest, Cracovie, bien sûr, puisqu'on a la consul de Cracovie qui est en création. Voilà, puis je vais en oublier parce qu'il y en a beaucoup. J'attire aussi, voilà, on parle de citoyens qui font de la diplomatie économique, qui prennent des responsabilités, il faut des outils. La labellisation par l'État est un outil. Voilà, tout à l'heure, on a parlé de lycées labellisés, voilà, un regroupement d'entreprises qui est labellisé, c'est un outil d'État qui permet de pas tout administrer soi-même, mais qui permet de faire qu'on travaille ensemble entre une administration et des forces citoyennes ou des forces économiques ou des forces voilà, que la France insoumise appellerait privée, mais que moi j'appelle citoyenne. Voilà. Hein, je crois la labellisation est un des meilleurs outils. Toutes ces formes de labellisation sont un très très bon outil
de coopération entre les citoyens et l'administration. Je passe la parole de nouveau à Sofia, à M. Mainetti, s'il est là, et on va repartir en francophonie. Oui, bonjour, bonjour Monsieur le député, bonjour à toutes et à tous, et merci à Monsieur le député de me donner la parole et de me permettre de présenter l'ESFAM. Donc, je suis directeur de l'ESFAM, qui est l'établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. Donc, c'est un institut qui est un institut de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. L'AUF est elle-même une association de plus de 1000 universités dans le monde et c'est donc le premier réseau universitaire mondial et c'est l'opérateur universitaire du sommet de la francophonie. Donc l'ESFAM est un institut qui est basé à Sofia, en Bulgarie, depuis 1993. Il a été créé à la demande du président Geliou-Gelev à l'époque et à la Bulgarie qui sortait de la période communiste s'est tourné à ce moment-là vers la francophonie dans un but de développement économique et d'intégration à l'Europe et à l'économie de marché. Donc, ce que nous faisons à l'ESFAM, c'est nous travaillons sur des objectifs donc, de développement de la Bulgarie et des pays de la région par des actions de formation initiale, c'est-à-dire qu'on travaille sur des diplômes, de formation continue. Donc là, on travaille sur des formations certifiantes ou qualifiantes pour des entreprises ou des salariés, et de recherche et de développement. Donc la première action est plutôt vers les étudiants et la deuxième vers les entreprises. Nous travaillons au niveau de la formation initiale selon un schéma qui est très particulier, puisque nous opérons à Sofia des diplômes d'universités françaises ou belges. Donc les étudiants sont à Sofia, mais ils sont inscrits dans l'université diplômante et l'AUF et l'ESFAM organisent le déplacement des enseignants pour faire les cours. Donc nous délivrons actuellement des diplômes de Paris 1, de Paris 2, de HEC Liège, de l'Université de Nantes ou de l'Université de Corse. Au niveau de la formation continue, donc nous avons un catalogue qui est en ligne et qui se passe en cours du soir et à distance, mais nous pouvons aussi travailler sur des formations pointues à la demande en mobilisant le réseau des universités partenaires. Enfin, au niveau de la recherche et développement, nous mettons en avant la capacité à mobiliser le réseau universitaire des 1000 universités avec tous leurs laboratoires et tous leurs spécialistes. Et donc, nous sommes en capacité de répondre à des problèmes concrets qui se posent dans des PME, dans des entreprises plus grandes ou au niveau de collectivités territoriales dans nos pays et de mobiliser toutes ces ressources pour traiter des problèmes spécifiques. Au niveau des projets 2021, je souhaite en particulier mettre l'accent sur un projet de centre de carrière francophone, CCF, qui va chercher à valoriser le fait de travailler grâce au français, l'insertion professionnelle grâce à l'apprentissage du français. Donc c'est un centre qui j'espère qu'on pourra en installer un à Sofia, qui sera dédié à l'accompagnement à l'emploi, à l'accompagnement à l'entrepreneuriat avec un espace d'incubation et à la mise en relation avec les entreprises. Et donc le public, c'est pas du tout réservé aux étudiants de l'ESFAM, mais c'est un public qu'on souhaite un centre ouvert qui accueille des étudiants qui ont appris le français et qui sont localement en recherche d'une insertion professionnelle, en recherche d'acquisition de compétences, mais aussi des étudiants qui sont allés faire des études en Europe occidentale et qui cherchent des opportunités d'emploi pour revenir, et bien entendu aux entreprises et aux tissus des PME qui sont, elles, en recherche de compétences. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Merci, monsieur le directeur. C'est un projet que je suis évidemment depuis très longtemps, qui est passé par des hauts et des bas. Le gouvernement bulgare n'est pas le gouvernement le plus facile à travailler dans les accords bilatéraux, mais je suis ravi de voir qu'on est sur la bonne route. Et puis, je suis ravi que parmi tous ces projets qu'on a présentés, il
il y a un de ces centres universitaires, ces centres de recherche. Vous savez que je suis rapporteur aussi non seulement des lycées français, mais nous avons des centres scientifiques francophones et français à l'étranger, en Roumanie, à Prague, à Varsovie, le centre Marc Bloch à Berlin. Et cette présence de ce qu'on appelle ces UMIFRE, d'un nom un peu tordu. Je suis allé au Kirghizistan surveiller les élections le week-end dernier. Nous avons un UMIFRE, nous avons un centre scientifique de recherche scientifique français en histoire de l'Asie centrale, à Bishkek, au Kirghizistan. Et je crois que c'est important de savoir que nos universitaires ne sont pas concentrés uniquement dans l'Hexagone. Je passe la parole, s'il est là, au projet Utopia, qui est une pièce rapportée à la circonscription, mais qui est, vous allez le comprendre, important pour nous tous. Merci beaucoup, Monsieur Petit. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour l'invitation, Monsieur Petit. Je m'appelle Baptiste, j'ai 24 ans et je suis étudiant en école de commerce. Parallèlement à mes études, j'ai développé depuis 2 ans un projet associatif autour d'une association qui s'appelle Utopia. Utopia, c'est une association qui vise à promouvoir l'engagement citoyen dans la résolution des enjeux environnementaux liés au plastique. Tout ça à travers un travail de recherche citoyen, de sensibilisation et d'éducation. Première étape de ce projet associatif, il repose sur la réalisation d'un diagnostic et l'élaboration d'un cadre méthodologique de référence. C'est tout l'objet de notre projet phare, qui est la réalisation d'une étude nommée Encyclopédie du plastique. Cette étude, je suis désolé pour le bruit, je suis en pleine mer. Cette étude, elle vise à analyser et vulgariser les enjeux économiques, techniques et politiques de l'usage des matières plastiques dans nos industries et ses conséquences environnementales et sanitaires. Une analyse qui est faite au regard des connaissances actuelles en matière de plasturgie, de recyclage, de pollution et de toxicité. Cette étude, elle est menée par des citoyens qui se forment aux côtés de professionnels et chercheurs bénévoles afin de produire un savoir scientifiquement valide dans une démarche participative et citoyenne, tout en prenant en compte les réalités de terrain. Afin de porter une analyse globale sur la thématique, de mieux comprendre les enjeux de pays en voie de développement et de s'inspirer de modèles étrangers, on prépare la réalisation d'une expédition au travers d'un mode de transport d'eau, la voile. Cette expédition, c'est la conclusion de notre projet d'encyclopédie, où on ira à la rencontre de 7 territoires répartis dans 8 pays situés de chaque côté de l'Atlantique. Ceci afin de retranscrire les enjeux locaux liés à une thématique clé, notamment les enjeux de l'aménagement du territoire et du recyclage au Sénégal, ou des pratiques médicales responsables à Cuba, ou encore des impacts de l'industrie du tourisme au Maroc. En parallèle, on réalise des web documentaires pédagogiques à destination des citoyens du monde et on ira sensibiliser les acteurs locaux, que ce soit des étudiants, des élus, des entrepreneurs, à la problématique plastique et à ses solutions. À travers ce projet ambitieux, notre volonté, c'est de poser un diagnostic global et transversal sur la crise plastique. C'est également d'alerter la communauté internationale sur les risques écosystémiques posés par notre dépendance à ces matières. Et c'est enfin, d'abord et avant tout, d'appeler les citoyens du monde à être des acteurs éclairés de la transition par la transformation des métiers et à travers une consommation responsable. À notre tour, fort de 3 ans de recherche, notre objectif sera d'implémenter des solutions sur le territoire européen, aux côtés d'entreprises et de collectivités, tout en sensibilisant les citoyens à cette thématique. Depuis la création de l'association, voilà maintenant plus d'1 an, on a réussi à réunir 23 bénévoles, ainsi qu'un large réseau de professionnels et de chercheurs. Et on est tous réunis à travers un seul et même idéal, celui d'éducation scientifique populaire, qui est, selon nous, la seule voie possible vers une société où chaque citoyenne et chaque citoyen disposera des clés d'action nécessaires à la lutte collective contre la pollution plastique et pour la préservation de la nature. 2020, comme beaucoup, ça a été une année de tous les défis. Mais nous, on a réussi à s'en sortir, grâce notamment au soutien de la Fondation La France s'engage, de la Fondation Nicolas Hulot et grâce à un financement participatif. Cependant, voilà, cette année 2021, il reste encore beaucoup à faire. On a besoin d'interlocuteurs locaux sur les étapes de l'expédition. On a besoin d'enseignants pour partager notre travail. On a besoin également d'entreprises pour accompagner notre développement. On a besoin de citoyens pour s'investir avec nous. Et parce que l'environnement n'a que trop attendu, on a besoin de vous. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que, comme Frédéric Petit et d'autres acteurs, vous apprécierez le projet Utopia. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Baptiste, bon vent. Moi j'ai évidemment très hâte, puisqu'on a pas mal parlé, j'ai très hâte que vous veniez à Marais, à Sofia c'est difficile, mais à Varna au moins, à Gdansk, puisqu'on a des gens de Gdansk, etc. Et il y a évidemment, à votre retour et dans la démarche, tout le monde l'a compris, je pense, depuis 1 heure qu'on discute ensemble,
tout ce qui peut me toucher. Je crois que l'engagement de la jeunesse dans la transition écologique est quelque chose qui doit nous animer tous. Chez moi, dans la circonscription, c'est la pandémie qui a interrompu les conférences citoyennes sur la transition écologique que je faisais avec toutes les terminales des lycées dans ma circonscription. On a essayé de le continuer, mais c'est quand même un peu difficile. Mais voilà, je crois que c'est fondamental, c'est même vital. Voilà, je passe la parole. On a 2 projets encore à écouter avant de revenir aux questions qui auront été éventuellement passées. Je passe la parole à Damien Thierry à Bucarest. Il a pu rentrer. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir Damien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tous. Je suis honoré de vous présenter aujourd'hui l'association dont je m'occupe, Ateliere Fara Frontiere, ce qui signifie Atelier sans frontières en français. Atelier Fara Frontiere, c'est une entreprise d'insertion pour les personnes les plus vulnérables. Et notre objectif, c'est de permettre aux personnes très éloignées du monde du travail d'être recrutées à nouveau dans le marché du travail conventionnel. Nous sommes basés à Bucarest et nous sommes affiliés au groupe SOS. Alors, nos salariés, nos bénéficiaires, ceux qui nous rejoignent cumulent généralement un grand nombre de difficultés, que ce soit un manque de logement stable, parfois ils n'ont pas de pièce d'identité, problèmes de handicap, de violence domestique, d'addiction, des problèmes importants de santé, analphabétisme. Voilà, il y a des bénéficiaires qui ont été victimes de trafic de personnes ou ont eu des problèmes avec la justice. Et ces personnes nous sont recommandées soit par l'assistance sociale, soit par des associations spécialisées dans les différents problèmes que j'ai évoqués. Donc, nous mettons en place un parcours d'insertion personnalisé qui dure 2 ans maximum. D'une part, un accompagnement social où nous aidons à résoudre les urgences qu'ont nos bénéficiaires, puis nous travaillons à ce que nos salariés reprennent confiance en eux grâce à nos assistantes sociales. D'autre part, nous offrons un accompagnement professionnel, individuel, pour que nos salariés retrouvent un emploi au terme des 2 ans. Donc, pour ce faire, nous avons créé 3 ateliers depuis le début de notre existence en 2008, ayant en leur cœur l'économie circulaire et la transition écologique. Alors, le premier atelier, c'est EduClick. Nous sommes collecteurs autorisés de déchets électriques et électroniques et nous sommes spécialisés dans le matériel informatique que nous reconditionnons et que nous donnons ensuite à des écoles dans les milieux ruraux. Ça a été très utile, notamment durant la pandémie, puisqu'il y a 900 000 enfants en Roumanie qui n'avaient pas accès à l'outil informatique. À ce propos, aux personnes qui écoutent aujourd'hui, si dans vos organisations, vous avez des ordinateurs en fin de vie, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse les collecter. Nous avons un deuxième atelier qui s'appelle Bio & Co, qui est une ferme de 4 hectares qui est en périphérie de Bucarest et qui produit 60 types de légumes certifiés agriculture écologique que nous livrons chaque semaine, toute l'année, sous forme de paniers fraîcheur à nos clients qui sont basés à Bucarest. Et notre troisième atelier, qui est un atelier de couture qui s'appelle Rimesh, et nous récupérons des bannières publicitaires que nous transformons en sacs de différentes formes, tels que des sacs pour des laptops ou même des sacs à linge. Et là aussi, à l'audience aujourd'hui, à ceux qui écoutent, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez offrir à vos proches ou à vos collaborateurs des produits qui soutiennent à la fois l'insertion et l'environnement. Alors, Atelier FA Frontiere, nous avons un rôle d'innovateur social. Nous sommes par exemple la seule entreprise en Roumanie qui propose une méthodologie d'insertion par le travail comme tremplin vers l'emploi. Nous sommes la seule ferme sociale maraîchère en Roumanie et nous sommes les seuls collecteurs de T3E autorisés par le ministère de l'Environnement pour reconditionner le matériel. Voilà, et nous avons pour ambition cette année, en 2021, de démarrer un nouvel atelier autour de l'agriculture urbaine qui aura aussi l'innovation sociale et la transition écologique en son cœur et par là même d'augmenter le nombre de nos bénéficiaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Fabien, merci Damien. Je suis évidemment, voilà, je crois qu'on est en face de tout ce que peut représenter ce que j'appelle le nouvel acronyme que j'ai forcé à l'Assemblée nationale, où on nous appelait les Français de l'étranger, ce que je n'aimais pas du tout. Ça donnait une impression d'être des espions, quoi. Et par contre, quand j'ai su que notre appellation officielle, c'était les Français établis à l'étranger, j'ai dit voilà, nous serons des faits, hein, puisque Français établis à l'étranger, ça fait des faits. Et voilà ce qu'on est. On est des entrepreneurs, des curieux, on est des amoureux, on est des citoyens, qui fait qu'on a des itinéraires comme ça. Et voilà ce que tu viens
de décrire. En plus, voilà, tu as été un voyageur, tu as été un amoureux aussi, tu as été un citoyen et tu représentes un peu tout ça. Et je trouve que c'est absolument passionnant de t'avoir entendu aujourd'hui. Je passe la parole, si elle a pu se séparer du ministre Le Drian, qui était en visite dans son pays, si Florence Nigron est arrivée. Je suis là. Ah, bonjour Florence. C'est bon. Voilà. On l'a laissé repartir. Vous l'avez laissé repartir. Vous lui avez bien dit que vous aviez rendez-vous avec votre député, j'espère. Exactement, oui, oui. Très bien. Nous vous écoutons, Florence. Alors, donc, voilà, Florence, donc je suis en Croatie, à Zagreb. Je suis conseillère consulaire, mais je suis aussi la présidente d'une association Flamme, français langue maternelle, qui s'appelle Un autre monde. Et c'est avec ces deux casquettes qu'en fait, je suis venue à l'idée de créer un projet concernant l'apprentissage de la langue française pour les binationaux qui ne sont plus francophones. J'ai remarqué donc en fait avec les listes consulaires que les Français de Croatie sont tous pour 60% des binationaux de 2e, 3e, 4e génération et qu'avec le temps, bah forcément, on n'écrit plus, ça c'est sûr, mais on parle plus ou on parle moins et qu'on se retrouve avec des personnes qui ont le passeport français qui aujourd'hui, vu qu'on est un pays européen, n'a plus la valeur qu'il pouvait avoir autrefois. Mais c'était aussi, je ne trouvais pas juste par rapport à des étrangers qui viennent en France et qui demandent la nationalité française et à qui on demande d'avoir le niveau A2 du DELF et de savoir quelque chose sur l'historique de la France, alors que des enfants qui naissent finalement et qui ont la nationalité parce qu'ils l'ont hérité, ben, on ne leur demande rien, puis en grandissant, ben, voilà, les choses avancent comme ça. Donc du coup, on a créé un programme. Alors, je vais vous partager un petit peu pour que ce soit plus... si ça veut bien marcher. Non, je ne le vois plus. Hop, ok, bon. Alors, ma foi, tant pis. Il n'est pas là. C'est pas grave, Florence. C'est pas Il grave. va faire ça. Donc, ce programme, il est adressé à 30 personnes par session. Donc, la première session est en train de se terminer. Elle concerne donc 30 personnes de 3 à 60 ans. Donc, on a vraiment des groupes avec des âges différents, mais aussi des niveaux de savoir différents. Le programme donc, est réparti en plusieurs choses. Il y a 60 heures de cours, 2 fois 60 heures en fait, c'est une fois sur chaque année, de cours de français qui sont donnés par un professeur de français. Ensuite, on a des modules. On a un module histoire qui est donné par un professeur d'histoire. Le premier module était sur la France jusqu'à nos jours. Le deuxième sur les mouvements sociaux, parce qu'on a trouvé que c'était quand même quelque chose qui était révélateur chez les Français, donc il fallait en parler. Le deuxième module sur la géographie, donc première partie sur la géographie générale, deuxième partie sur les régions de France, parce que c'est quelque chose qui, à notre avis, a changé beaucoup de choses par rapport à notre Europe aussi, donc ça nous semblait important d'en parler. Le troisième module, c'est un module d'éducation civique qui a été fait en partie entièrement par l'ambassade, en fait. Donc le consul, le premier attaché et l'ambassadeur lui-même. Sur la première partie, c'était les institutions, le système électoral, le vote d'une loi, etc. La deuxième partie était sur l'Europe et la présidence croate du Conseil de l'Union européenne, puisque c'était il y a quelques temps. Et le quatrième module sur le patrimoine français, donc le patrimoine culturel et naturel en métropole et en outre-mer. Et puis le dernier sur la liberté d'expression, parce que malheureusement, c'est actuel chez nous. Donc voilà, et la dernière chose qui fait la synthèse de tout ça, c'est en fait toutes les célébrations des fêtes et des coutumes qu'on fait ensemble, tout en invitant le parent français de la famille pour remettre le français et la France au sein de la famille réellement et pas seulement que ça reste au niveau d'une langue apprise. Voilà, alors ce qui est au niveau du financement du programme, donc il est financé à 50% par le staff, donc le soutien au tissu associatif des Français de l'étranger ou établis à l'étranger, comme vous voulez. Ça, le staff nous soutient déjà depuis 2 ans. Et la deuxième partie, c'est l'association et les participants au projet, parce que ça me semblait important que on peut donner, mais si on ne participe pas, on n'est pas complètement inclus dans le projet. Donc, le staff finance les honoraires pour les professeurs et les intervenants extérieurs et l'association donne le local, le matériel pédagogique pour les professeurs et l'organisation du programme.
les participants, donc eux, prennent la carte d'adhérent à l'association et fournissent les manuels d'apprentissage. Et ils ont un contrat à suivre, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils prouvent évidemment leur nationalité française, mais qu'ils soient régulièrement aux ateliers, puisqu'ils sont gratuits, on leur demande de la régularité. Il y a un prolongement à ce projet, on a fait une deuxième demande de financement au staff toujours, pour faire une deuxième session qui prend en compte une partie, la plupart en fait des gens qui ont commencé ont envie de continuer. Parce qu'en arrivant au niveau A2, on n'est pas quand même assez fort pour pouvoir se servir de la langue complètement. Par contre, il y a toute une partie qui n'a pas les moyens financiers de le faire. Donc, on a demandé un nouveau financement pour ces gens-là. Dans une deuxième partie avec des gens nouveaux qui ont envie de rentrer dans le programme et une troisième partie pour tous ceux qui sont hors Zagreb et que jusqu'à présent on ne pouvait pas réunir. Maintenant qu'on a appris à travailler en ligne, donc tout est possible. Donc voilà. Donc ça, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Voilà. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. On a fait une demande, on espère qu'elle sera acceptée Très bien. dans le sens de cette Merci beaucoup Florence. Voilà, donc je vous remercie tous. Et puis ce que je voulais dire qui était important par rapport à ce programme, c'est qu'il est multipliable de partout et que c'est vraiment notre plus grande récompense que ça se multiplie de tous les côtés. Je voulais dire que votre projet me touche beaucoup pour plusieurs raisons, 3 raisons en fait. Le premier, c'est la binationalité. Voilà, quand je suis arrivé, moi, cette circonscription, c'est une circonscription où le problème de la binationalité est posé. J'ai même fait une petite étude quand je suis arrivé sur la manière dont les binationaux sont pris sans citoyenneté. Vous connaissez le cas de la Roumanie, où en Roumanie, on corrige l'Assemblée nationale pour que toutes les minorités soient représentées. Enfin, ce problème de la binationalité dans notre circonscription est fondamental. On a parlé des franco-allemands tout à l'heure, mais on pourrait parler de ça. Il y a une petite ville en Pologne qui s'appelle Wałbrzych, où on a 80% de la population. C'est une toute petite ville d'anciens mineurs du Nord qui sont revenus. Ils ne parlent plus français, mais ils habitent rue Jean Jaurès. Voilà, et c'est une toute petite ville dans la campagne polonaise. Donc, on a des tas d'expériences comme ça. Vous travaillez dans un quartier périphérique. Vous savez que j'y ai passé 15 ans de ma vie. Vous parlez ces quartiers périphériques, dont beaucoup de gens disent que c'est difficile. Oui, c'est des quartiers qui sont difficiles, mais c'est des quartiers où on fait des projets pilotes, et vous l'avez dit vous-même, reproductibles. C'est-à-dire que c'est là qu'on est en train d'inventer la citoyenneté de demain, parce que c'est pas quand tout va bien et quand il n'y a pas de problème qu'on est le plus créatif. Et donc, je suis très touché, quand j'avais visité votre installation et vos installations, j'avais été très touché par cette réminiscence des 15 premières années de ma vie. Et puis Flamme, bien sûr, Flamme qui est en train de se structurer pour des citoyens, est en train de sortir de couper son cordon subvention et d'enfin de faire une fédération. Il y a encore beaucoup à faire, parce que c'est une nouveauté qui prend l'administration en ce moment un peu à contre-pied, mais c'est très important que les Flammes se structurent et deviennent fortes, et je sais que vous êtes très très investi dans ce projet. C'est l'Europe de l'Est qui nous a permis de récupérer le retard que nous avait imposé l'Allemagne, donc je trouve ça très symbolique ce soir, c'est vraiment extraordinaire. Il faut qu'on arrête, vous savez qu'on est très rigoureux sur les horaires. J'ai vu passer les choses, on ne va pas faire le dernier tour. Je vous propose, pour tous ceux à qui il manque une adresse, un site web, de tout ce qu'on a présenté, vous écrivez à l'adresse qui vous a invité et on renverra une petite fiche avec tous les projets, les noms, etc., que vous puissiez évidemment vous mettre en rapport. Je voudrais vraiment remercier tout le monde parce que c'était une idée qui n'était pas du tout, qui est partie comme ça il y a une quinzaine de jours en se disant comment on va faire. Et c'était moi-même, j'ai vraiment été très touché par tout ce que j'ai vu. C'était vraiment des beaux projets, des échanges. Évidemment, si on était en physique et si on pouvait maintenant aller partager le verre de l'amitié, ça serait encore plus intéressant. Mais je sais que vous allez le faire en prenant les adresses des uns et des autres. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que même quand il fait nuit, et puis après tout, c'est bien ce qu'on est en train de fêter dans le monde, hein, même quand il fait nuit, il y a des lueurs, il y a des trucs qu'on voit, on se dit, tiens, ben, peut-être qu'un jour ça va finir, peut-être qu'un jour on va pouvoir se voir, peut-être qu'un jour on sera plus de 100 quand on fait les vœux. Et donc, je crois que cet aspect, voilà, une petite lumière, et franchement, je vous remercie tous, et même ceux qui n'ont rien dit, même ceux qui sont venus, même ceux qui n'ont pas écrit, et qui ont été parmi les plus de 100 personnes, puisqu'avec les changements, il y a eu plus de 100 personnes. Je suis vraiment extrêmement touché de ce que vous m'avez apporté ce soir, je le dis comme ça.
Je reste disponible, vous savez, non seulement pour vous donner les contacts, mais comme moi, je ne peux pas faire le tour de ma circonscription tous les samedis matins à vélo, comme les autres, eh bien, j'ai pris la décision et je le maintiens, vaille que vaille. Vous pouvez m'écrire, je vous réponds, je suis disponible. On fait énormément de réunions avec on a nos fameuses conférences citoyennes digitales qui ont démarré, on en a déjà fait 2. Voilà, donc n'hésitez pas à proposer. Vous pouvez proposer des réunions comme ça aux députés. Hein. Voilà, maintenant, comme je ne suis plus obligé de voyager, on peut proposer des thèmes. Ça s'est passé à Sofia, encore une fois, il y a 15 jours. Hein. Il y avait un sujet qu'il fallait prendre, et bien on l'a pris, on a construit. Donc, je suis disponible, vous pouvez m'écrire, vous essayez de ne pas dépasser 300 mots, je réponds. Et c'est important, et je crois que ce qu'on a vu ce soir nous a tous enrichis. Bonne année 2021, je vous le redis, bonne année 2021. Protégez-vous, protégez les vôtres, et de toute façon, on se revoit bientôt sans masque et sans écran interposé. Merci à tous, au revoir et à bientôt.